Voilà, et nous nous retrouvons tout de suite sur l'antenne d'IDFM. Donc, pour en revenir à ce livre, qui n'est pas un livre, puisqu'on pourrait plutôt dire que c'est un mémoire, Enfin, il y a énormément de choses dedans. Moi, ça fait 2 semaines que je suis dessus et j'ai vraiment eu du mal à terminer les dernières pages parce que c'est long, il y a beaucoup de choses. Arrêt du moteur de souffrance, la vie d'un homme chenille devenu papillon, un parcours sous très très haute protection, on pourrait dire. Et nous sommes encore protégés ce soir, jusqu'à quand nous ne savons pas. Mais nous sommes encore là ce soir pour vous. Donc Jacques Gérard Vézonne, une version papier que vous pourrez vous procurer si vous avez envie, qui sera brochée. Dans une question que je voulais vous poser, qui est hyper importante si on parle de ce gouvernement occulte qui serait là à tirer les ficelles, et vous dites ça résume énormément, mais que donc à un moment où ces vierges, où ces divines mères ont été contraintes de faire un prototype, puis un deuxième prototype, un troisième prototype pour servir donc ces hommes de l'espace venus nous faire travailler, donc sans que nous en rendions compte. Et il semblerait qu'on soit encore à leur service. Je dis bien il semblerait pour la plupart de tous. Dans ce monde qui serait gouverné par quelque chose, cette fameuse pyramide qui dans votre livre n'est pas une pyramide, elle est à 3 niveaux, mais on y reviendra peut-être si on a le temps. Donc la question que je voulais poser, c'est dans des sites internet comme par exemple Google Maps, qui donne des cartes sur les animaux morts sur la planète, sur Google Earth, qui donne des cartes avec toutes ces highlines, c'est-à-dire ces lignes qui traversent la Terre entière concernant les Newhartman. Pensez-vous que ces sites qui pourraient être des sites d'information pure et simple, mais au niveau de la planète, quoi, je veux dire, c'est quand même invraisemblable qu'on soit informé sur les catastrophes, mais aussi sur ce qui peut nous aider, puisque on peut faire beaucoup de choses en sachant où sont les lignes de force et en sachant ce qui se passe. Est-ce que ça fait partie de ce gouvernement occulte? Est-ce que c'est là pour nous faire un petit peu plus peur? Ou est-ce que ça ferait partie de ceux qui sont là pour nous aider? Est-ce que vous comprenez la question? Bien sûr, je comprends. Et surtout que c'est une des choses très délicates parce que nous n'avons pas, pour parler de ça, pour le comprendre, moi, dans ma communication avec les scientifiques et les ingénieurs, j'ai vu que je n'avais pas les bases minimums suffisantes concernant l'organisation matérielle des réseaux. Et en faisant un effort, en grappillant des informations à droite à gauche, en allant au-delà du secret défense, je me suis aperçu qu'une des connaissances les plus secrètes est aujourd'hui complètement conservée par tous les services secrets et tous les secrets défense, c'est la réalité électromagnétique, les réseaux électromagnétiques, les réseaux gérant les ondes et leur utilisation. Donc la question que vous posez, Joël, est dans ce cadre-là. C'est-à-dire un domaine où, hormis la caste des ingénieurs et principalement les ingénieurs militaires, l'utilisation de l'électromagnétisme, de la force électromagnétique, est tenue strictement secrète et fait partie des sciences non enseignées. Elle n'est pas si secrète que ça, parce que vous allez sur Google Earth, vous avez la carte du monde des réseaux vous pouvez vous approcher pratiquement à 10 mètres près, quoi. Enfin, je veux dire, qui nous donne ces informations? Est-ce que ce sont des vraies informations? Est-ce que c'est là pour nous aider? Tant qu'il s'agit d'avoir les cartes des réseaux, ça ne donne pas la capacité d'utilisation. Alors, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle le gouvernement occulte planétaire, et qui voudrait devenir moins occulte, selon les grands politiciens tels que Nicolas Sarkozy, Jacques Attali... On va ressortir la phrase, parce qu'on ne parle pas de choses... on ne va vraiment pas parler de ce qui n'est pas dit, puisque notre cher président Nicolas Sarkozy disait... je vais retrouver la phrase... Oui, ça c'était au vœu qu'il a donné cette année... auprès du corps diplomatique, son vœu le plus cher, au-delà de la politique française, c'est l'installation d'un gouvernement officiel mondial planétaire, qui était le seul à pouvoir régler les énormes problèmes, d'après lui, insolubles de la planète. Sa phrase exacte est là.
En janvier 2009, Nicolas Sarkozy, président de la République française, a déclaré lors de ses vœux aux ambassadeurs: on ira ensemble vers le nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. On n'a pas dit qu'ils étaient un peu belliqueux, les dieux? Alors, disons que je vous dirais que depuis que je les fréquente, là, depuis que je m'intéresse à eux, je les trouve pas sympathiques, mais je me mets à les comprendre. Quand vous êtes le gagnant d'une guerre cosmique et que vous avez créé des robots, bon, parler crûment, j'aime pas être grossier, surtout à la radio. Un robot, vous dites. Mais si vous voulez, vous comprenez. Je vous dirais ce que m'ont dit les jésuites et que j'avais pas bien compris quand j'avais 20 ans. On va pas se faire emmerder par des petits connards comme ça. Ben, bien sûr, c'est ce qu'on dit pour les banlieues d'ailleurs. Hein. Voilà, vous comprenez. Il y a un ordre mondial. Vous avez gagné une guerre cosmique. Vous êtes en haut de la pyramide, enfin pas vraiment en haut, enfin au milieu. Vous avez la gestion d'une planète, c'est pas rien. Vous avez des obligations parce que pour votre survie, il faut que vous préleviez des minéraux, des richesses, etc. C'est pas des troublions. En plus, ces êtres-là, puissants, se sentent avoir été trahis. Les mères divines ont créé des créatures qui se développent anarchiquement. Ouais, et qui travaillent pas plus pour gagner plus. Et qui sont obligés de complètement brider, de complètement polluer aujourd'hui, de complètement... Imaginez un éleveur dans la race... Dans son bétail, il se mettrait complètement. à lui parler. Je disais ça lors d'une conférence à Paris, celle que j'ai faite en janvier, ce qui a fait beaucoup rire les gens. Mais je le pense sincèrement. Imaginez que vous avez un élevage de chevaux pour faire des courses, et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup d'éleveurs, hein, et que par une mutation génétique et une transplantation, je ne sais pas laquelle, d'un laboratoire qui s'est amusé à faire une expérience avec l'un de chevaux, ils se mettent à parler. Ils se mettent à avoir une conscience et à vous poser des questions. Oui, puis à revendiquer surtout. Bon, il y a bien une vétérinaire qui s'est consacrée dans l'écoute des chevaux et qui recueille les informations. Voilà, c'est ça. On va l'avoir dans très peu de temps. Bon, alors, on pourrait dire qu'elle entend la voix des chevaux. Bon, c'est choquant. C'est choquant parce que si les animaux se mettaient à avoir une personnalité, des revendications, demander un meilleur bien-être, une meilleure gestion et ne plus être traités comme des animaux, alors le fin du fin, ça serait qu'ils aillent à demander des salaires. Vous voyez, donc nous sommes des troublions, surtout nous les Français. D'ailleurs, c'est très curieux de voir le rôle de la France depuis des années. Oui, mais le rôle de la France est aussi très important dans votre livre parce qu'il semblerait que, mais ça, bien sûr, on pourra en reparler. Mais la France, c'est peut-être le peuple du monde le moins contrôlable. Ce qui explique pourquoi la France a été, beaucoup ne le savent pas, le pays du monde où il y a eu le plus de batailles. Parce que si la France n'était pas contrôlée et maîtrisée, je dirais, sans faire de politique, ce qui n'est pas du tout mon domaine, mais la France a toujours eu des gérants très habiles, qui ont manié avec dextérité le peuple. La douceur et la fermeté. Parce que la France est un enjeu planétaire. Si les Illuminati, qui sont les cadres dirigeants qui travaillent pour les dieux Anunnaki, ne maîtrisent pas la France, si la France leur échappe, c'est la planète qui leur échappe. Donc on parlait tout à l'heure de la relation entre ces mères divines et ces dieux, elles sont encore présentes. Mais on est dans la même histoire. Hein. Parce qu'une chose qui n'a pas été dite et qui manque, et qui est quand même une des piliers de mon livre, c'est que cette famille de dieux reptiliens ont eu un gros problème, en plus de la difficulté de négociation avec les mères divines. Ils ont eu un de leurs princes qui avait le plus d'activité planétaire, qui s'appelait Enki-Ea dans les plaquettes sumériennes. Enki n'a pas respecté la stratégie d'esclavagisme prévue. Il a demandé, il a commencé à être un peu plus clément, un peu moins belliqueux. Et il s'est fait ami il n'a pas accepté que les mères divines soient abusées. Violées, on peut dire le mot. Bien sûr. Et il n'a pas accepté que l'humain, pour qu'il soit performant, qui avait reçu une mémoire, qui avait reçu une sensibilité et qui était devenu docile, soit un objet de souffrance. Et il a pris la défense des premiers humains et il n'a pas arrêté de le faire jusqu'au maximum, au paroxysme de la lutte. C'est quand il a créé l'Atlantide, sa famille a été obligée d'aller jusqu'à l'exécuter.
et c'est ce fameux Osiris Ouais, qui est mort très récemment dans l'histoire, on pense que la mort d'Osiris, qui n'est pas mythique, qui est réelle, a eu lieu en Égypte. Mais comme on tue tous les sauveurs, comme le Christ, voilà. Je veux dire, l'histoire se Et refait à justement, chaque fois. parlons du Christ. Mais aujourd'hui, quand tu fais une analyse très fine, non pas de l'évangile de Rome, qui est édulcoré, mais quand on relit et fait une synthèse de tous les textes gnostiques qui sont apparus au début de notre ère chrétienne, il est évident que le Christ et l'histoire qu'il a mise en scène avec sa famille est exactement la réplique de la vie de cette trinité glorieuse que sont Osiris, Horus et Isis. Il faudrait conclure. Il faudrait conclure, dites-vous. Non, on ne va pas conclure tout de suite. C'est vraiment un livre où il se passe beaucoup de choses, parce que là, on vous donne un condensé, comme si on pressait un citron. Il ne reste pas grand-chose. Hein. Vous avez vu, il reste la pelure dans la main, et puis il n'y avait pas beaucoup de jus, mais en vérité dans ce livre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, parce que dans votre livre aussi, vous dites que ce fameux continent de Atlante, quand il a disparu, il y a des gens quand même qui s'en sont sortis, comme il y a toujours des gens qui s'en sortent, même si demain on devait détruire la planète, il y en aurait quand même 10% qui s'en sortiraient. Et puis ceux qui s'en sortent, ils vont à la nage, ils vont qu'est-ce qu'ils peuvent. Et d'après ce que j'ai compris de votre livre, ils sont arrivés par... ça se passait relativement vers l'Irak, vers l'Égypte, enfin là où ça va très très mal, en plus en ce moment, là où ça grouille, là où ça va pas bien. Mais ça, on vous expliquera peut-être, si vous êtes sage, pourquoi plus tard, si vous restez dans la nuit. Mais ce fameux continent d'Atlantide qui finalement s'est retrouvé à refaire le chemin de Compostelle à l'envers, et ça c'est une belle histoire. Vous pouvez vraiment en donner quelques mots? Oui, alors ça c'est mon apport, je dirais, personnel à ce jour. Alors tout ce qu'il y a dans le livre est dit à centaines ou milliers d'exemplaires dans toutes les langues. Je n'ai fait que synthétiser, mettre ensemble et classer et rendre intelligible un puzzle. Mais ce qui est ma part personnelle, strictement personnelle, et qui m'a quand même coûté beaucoup d'hésitation, beaucoup de travail, beaucoup de kilomètres, c'est pendant 20 ans reconstituer ce qu'a été la vérité du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, depuis la Belgique, l'Allemagne, jusqu'en Galice, en traversant les Pyrénées. Et la découverte de ce chemin m'a été enseignée non pas par les hommes, pour lesquels la mémoire a complètement disparu, non pas les bibliothèques. Et j'ai pu retrouver l'origine du chemin il y a 5000 ans, à l'époque où on ne parlait même pas de catholicisme ni de chrétienté, et pour une raison très précise, très glorieuse et indispensable pour l'Europe et l'humanité. Il s'agissait pour une partie des évadés d'Atlantide de réinstaller un nouveau pays, qui serait l'Europe, de réinstaller l'essentiel de leurs trésors, en suivant une voie sécurisée. D'abord, ils bénéficiaient du havre naturel des énormes rias de la Galice, c'est-à-dire des bras de mer qui s'enfoncent de centaines, de cinquantaines, de dizaines de kilomètres dans la terre, et ensuite de prolonger leur exode vers l'Europe en suivant les sommets des monts Cantabriques jusqu'au bout des Pyrénées.